C'est bon? Ok. Bonsoir à tous, je me présente Gwendoline Fichant, je travaille chez Bewise et je suis également à temps partiel enseignante vacataire à l'ISIMA. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc, c'est comment j'ai voulu recoder pour la énième fois Python, enfin Minecraft en Python, oulala. Euh, à l'origine, je l'avais fait en Java il y a longtemps, mais j'ai perdu les sources, puis j'avais envie de le refaire. En fait, l'idée, ça va être de montrer que c'est pas tellement le langage en dessous qui est important, mais plutôt la carte graphique. Alors normalement c'est une présentation qui est en deux parties, je vous fais que la partie fun, parce qu'avant j'ai une première partie qui est sur comment fonctionne un jeu vidéo derrière avec une carte graphique, etc. Donc l'idée ça va être d'avoir ça à la fin. Alors, on va reprendre les concepts de Minecraft de base. Comme vous savez, Minecraft c'est des cubes, vous avez tous vu ça, c'est de jolis petits cubes qu'on groupe. On appelle ça des voxels ou des blocs. Alors c'est une analogie au mot pixel et texel pour picture element et texture element. Et donc un voxel c'est pour volume element. Ça va représenter une partie du monde Minecraft avec chaque voxel a des attributs qui lui sont propres, entre autres sa texture, mais sa position dans l'espace, sa résistance, des tas de choses comme ça, éventuellement de la lumière. Tous ces blocs, on va les regrouper dans ce qu'on appelle un chunk. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? La première raison, c'est que c'est plus facile à manier pour la machine, et puis surtout pour moi, en tant que développeuse, ça va être plus simple parce que je vais fracturer mon monde en plusieurs petites parties indépendantes. Ça demande un petit peu de gymnastique parce que il faut transformer des coordonnées locales j'ai perdu le mot, c'est pas grave, du chunk, et celle du monde aussi. L'avantage aussi qu'on a à faire ça, c'est qu'on va pouvoir, à terme, utiliser des mécanismes pour charger, décharger des parties du monde et ne pas avoir un monde complet en mémoire. Si vous prenez Minecraft, c'est 30 millions de blocs sur chaque axe, à la limite. Ça fait beaucoup. Vous ne les chargez pas en mémoire. Donc l'idée, ça va être de, au fur et à mesure qu'on se déplace, virer ceux qui sont trop loin de moi, puis en faire popper des nouveaux au fur et à mesure. Donc ça, dans ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait. Dans ce que j'ai fait, je ne l'ai pas implémenté. C'est du threading, mais ça peut se faire. En gros, si je voulais faire un petit peu d'UML, parce que j'avais envie d'en mettre, un chunk, donc c'est un élément qui a une position dans l'espace à 3 coordonnées. Ça peut générer ces voxels, ces petits cubes. On peut changer un voxel, récupérer, on peut le mettre à jour et le render. Donc ça fait écho à la première partie de la présentation que je ne vous fais pas. C'est quand on fait une programmation 3D, on a généralement une boucle de jeu qui va être on processe les événements, on update le monde et on l'affiche. Donc la plupart de nos objets qui vont s'afficher vont respecter ça. Bon, les chunks, ils n'ont pas d'handle, event, ça c'est fait au-dessus. Mais pareil, voilà, donc le chunk, il a ce qu'on appelle un mesh. Un mesh, c'est la représentation des vertices. Donc un vertice, c'est plus qu'un point. Un vertice, c'est un ensemble d'attributs que va porter chaque point dans le graphe de la représentation 3D. Ça va être les coordonnées, ça va être la couleur, ça va être éventuellement les normales disponibles à ce point-là, ça va être plein de choses. Tout ce qu'on peut vouloir mettre sur un point, on va le mettre dessus. On n'est pas limité à juste X, Y ou Z. On va très loin. Et toutes ces choses-là, on va finir par les passer à la carte graphique à un moment donné. Et donc effectivement, c'est la partie où on va dire, en fait, le render ici va appeler celui-là seulement quand le chunk est visible. C'est juste une petite couche d'abstraction qui est pratique. Alors on pourrait avoir beaucoup plus de choses pour charger, décharger. On pourrait gérer un état intermédiaire où le chunk est chargé mais pas affiché, ce qui permet à ses voisins visibles de pouvoir interagir indirectement avec, parce qu'on va pouvoir faire des optimisations. Justement, c'est la suite. Pourquoi travailler avec un chunk et pas directement avec des petits blocs? Alors déjà, parce que si j'ai plein de petits blocs en mémoire, ça veut dire sur la carte graphique que je vais avoir plein de petits éléments à gérer, c'est pas top. Ça fait des pertes de mémoire, il n'y a rien d'intéressant à faire ça. Et puis il faudrait que j'aille chercher en permanence, donc j'aurai beaucoup de pertes. L'idée, c'est qu'on va donc les regrouper, et l'idée, c'est qu'on va prendre tous ces petits cubes, et on va en faire un seul mesh. Un mesh, c'est une représentation dans l'espace 3D de la carte vidéo, de tous les points qui vont être rendus à l'écran.
des points, des vertices, pas les pixels. Et l'idée, ça va être par exemple, pour gagner de la performance, parce que je vous rappelle que, donc juste comme ça, c'est important de comprendre, une carte vidéo moderne, ça ne travaille qu'avec des triangles. Son truc, c'est dessiner des triangles. Que des triangles. Donc si je veux afficher un carré, il me faut 2 triangles. Si je veux un cube, il me faut 2 x 6, 12 triangles. Le problème, c'est que plus j'émets des triangles, plus ma carte graphique, elle va avoir du boulot. Même si c'est des cartes graphiques, ça peut traiter des millions de triangles par frame, au bout d'un moment, ça va lui faire mal. Donc l'idée, on va se dire, bah, quand j'ai 2 cubes qui se touchent comme ça, bah, en fait, ça ne sert à rien de dessiner les faces qui se touchent, on ne les verra jamais. Donc on va commencer à en les enlever. Et ainsi de suite, on va propager pour ne garder que les faces extérieures de mon chunk. Donc ce que je dis aussi, on ne va charger que les chunks qui sont autour de la zone où on est actuellement. Et on peut également sauver et recharger les chunks quand on s'en éloigne. Un chunk qui a été généré, qu'on a sûrement modifié, je vais le sauver sur le disque, quand je reviens, je le recharge. Si je ne l'ai pas touché encore, je ne suis pas arrivé dedans, ben on va le générer et on sauvera quand on s'éloignera. Et on ne va afficher que les chunks qui ne sont qu'à une certaine distance de la caméra, voire, une notation qu'on verra après, qui ne sont que dans le champ de la caméra. Ça ne sert à rien de dessiner ce qui est dans mon dos, même s'il est chargé pour que quand je tourne, ça évite que je n'ai pas besoin de charger tout en mémoire à chaque fois. Donc j'ai une zone autour de moi, on en reparlera, qui est chargée, mais je vais demander à la carte vidéo de ne dessiner qu'une partie de ce qu'elle a en mémoire. Donc typiquement, voilà ce qui se passe quand on vire les faces qui se touchent, ben on a des creux partout, le monde est creux. Ceux qui ont déjà joué à Minecraft ont peut-être déjà vu cette chose-là quand vous glitchez ou quand vous êtes vous supprimez les collisions, ben vous allez rentrer dans les chunks et vous allez voir qu'il y a plein de trucs qui manquent. Parce qu'en fait, ça sert normalement dans le jeu normal, on ne les voit, ça ne peut pas arriver qu'on les voit, donc on ne va pas les mettre. Et si jamais je vais casser un cube, eh ben je vais recalculer le mesh en entier. Éventuellement, si mon cube est en bordure d'un chunk, je veux dire au chunk qui touche ou en diagonale, ou on verra après pourquoi, je vais leur dire bah là, il faut que tu recalcules, parce que j'ai touché quelque chose qui est proche de toi, ça peut t'impacter, mais je ne vais pas tout recalculer plus loin, ça ne sert à rien. Donc, l'idée est là. Le cran au-dessus, on a le monde. Le monde, c'est un groupe fini de chunks. Alors, on entend dire que Minecraft, c'est un monde infini. Non, comme je disais tout à l'heure, Minecraft, c'est 30 millions de blocs dans chaque direction. Mais c'est quand même fini. Alors Minecraft gère il y a plusieurs manières de les gérer. Ça peut être un tableau, ça peut être des listes de ce qu'on va garder en mémoire, peu importe. Dans la petite implémentation que j'ai faite, comme je n'ai pas de chargement, déchargement, c'est juste un tableau, mais ça suffit pour montrer le principe, mais ça pourrait être une liste qu'on parcourt. Il n'y a pas beaucoup d'importance. Alors dans Minecraft aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le monde en petites parties, plus petites, qu'on appelle des biomes, qui vont avoir des caractéristiques communes. Représenter une plage, un désert, une forêt, des montagnes, de la lave, tout ce qu'on veut, enfin des environnements différents qui auront chacun des comportements différents, des générations différentes. Donc dans ce que j'ai fait, je n'ai pas implémenté ça, ce n'est pas le but, mais ça peut se faire. Et encore une fois, le monde n'est chargé qu'en partie à tout instant. Donc voilà par exemple le monde avec mon petit truc, mon petit POC. Alors on va voir comment tout ça s'est créé. Alors, je vais passer outre parce que ça c'est pas le but normalement de la présentation, comment est-ce qu'on crée un cube en OpenGL, etc. Parce que c'est fait que du OpenGL derrière, ou des mèches plus compliquées, mais on va voir ce qui fait la différence quand on va plus loin dans Minecraft. À l'époque, quand j'ai fait ça, ce qui s'est passé quand j'ai voulu le coder en Java à l'époque, et je l'ai refait là, bah, j'ai cherché parce qu'au début, je cherchais beaucoup de choses, et puis c'était pas beau, donc j'ai trouvé petit à petit des optimisations, et je me suis aperçu que c'était pratiquement les mêmes qu'avait fait Mojang. Comme quoi, je suis pas plus bête que lui. Donc la première truc qui va permettre de rendre un monde plus réaliste, c'est ce qu'on appelle le shading. L'idée, ça va être de permettre une perception dans les modèles 3D de la profondeur en jouant avec les niveaux de darkness, j'ai oublié, je ne trouve jamais le mot en français, et d'approximer le comportement de la lumière à des endroits locaux.
Il faut savoir que Minecraft ne gère pas d'éclairage en tant que tel, par exemple. On peut très bien, avec des cartes graphiques, gérer des lumières, que ce soit des lumières, une lumière directive, une lumière ambiante, ou comme une boule. Donc ça, on peut le faire avec des cartes graphiques, elles savent le faire. Minecraft ne le fait pas, parce que quand Minecraft avait été fait, c'était pas facile. En plus, le nombre de lumières, c'est limité. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ont triché, et ils font de la lumière locale. Ils vont dire que, par exemple, si j'ai une torche, le bloc est éclairé à une valeur de 15, et puis plus on s'éloigne, plus la lumière va baisser. Et après, ils font de la propagation de lumière, plein de choses comme ça. Donc ça c'est pas implémenté, c'est pas le but, mais ça se fait. C'est un attribut de plus de mon vertex, la lumière, ou l'intensité lumineuse à un point donné, est un attribut du vertex, qu'on passe à la carte graphique et qui va simplement foncir ou pas ma texture en fonction du niveau de lumière. En Minecraft, ça va de 0 à 15, donc c'est très simple. Donc deux principes qu'utilise Minecraft pour faire cet effet de profondeur et de 3D. La première, ça va être l'occlusion ambiante. C'est comment les surfaces qui sont directement à mon contact vont impacter le rendu lumineux. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le brouillard de distance. Vous savez, quand vous regardez au loin, même s'il n'y a pas de brouillard, c'est de plus en plus sombre, c'est plus en plus, c'est pas sombre, c'est de plus en plus dilué. C'est le même principe. On va les regarder tous les deux. Et ça, pour info, c'est des choses qu'on fait faire à ce qu'on appelle un fragment shader. Donc la carte graphique, elle a plusieurs shaders. Ce sont des petits programmes. Il y en a un qui s'occupe de gérer les vertex, et il y en a un qui s'occupe de faire le fragment shader, de transformer les formes qu'on a calculées géométriques en pixels. Et c'est lui qui applique la couleur, entre autres, et tous ces effets-là. Donc c'est à lui qu'on va confier ce travail-là. L'occlusion ambiante, donc, c'est une tentative d'approximer la lumière indirecte en essayant d'assombrir, voilà, les creux, les fissures, tout ça, qui sont proches d'une autre surface. Ce qui est super, c'est que ça ne dépend uniquement de mes voisins proches. Encore une fois, il n'y a pas de calcul de lumière, c'est juste un truc qu'on va faire en fonction de qui est à côté de moi ou pas. Et l'intérêt ici, c'est que ça nous permet de percevoir les volumes, ce qu'on aurait du mal à faire sinon. Et ce qui est de super, c'est que dans le monde Minecraft de cubes, il n'y a que 4 cas de figure à gérer. Il y a le cas où ma face est entourée comme ceci, donc je sais que ces faces-là, je vais les foncir plus. Il y a ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là, et le cas où il n'y a rien. Donc ça, c'est facile à trouver. Je connais mon vertex. Dans mon chunk ou à côté, je peux voir comment est la configuration. Est-ce que j'ai un bloc opaque ou pas à cet endroit-là? Je calcule ça, un nombre de 1 à 4, 0 à 4, à 3, et je le filerai après à mon processeur graphique qui va s'occuper de m'appliquer un fondu. Donc on va en plus retrouver, vous voyez bien le truc, les triangles des faces. C'est important. Et donc, pour vous donner un exemple, là, c'est le même paysage, la même chose. Là, j'ai pas d'occlusion ambiante, j'ai tout mis en blanc volontairement. Et là, j'ai mis l'occlusion ambiante. En blanc. Il y a l'occlusion ambiante. Il n'y a pas de bordure, il n'y a rien de dessiné. Hein. C'est juste, là-bas, on voit rien. Et là-bas, on a déjà le volume. On voit à quoi ça ressemble. La deuxième chose qu'on va utiliser pour faire rendre plus vivant, ça va être le brouillard. Donc l'idée, ça va être de simuler la diffusion de la lumière des objets qui sont plus loin en faisant baisser leur contraste. C'est surtout pour les environnements extérieurs. Minecraft, c'est extérieur, c'est une super idée. Et donc on va juste, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va griser. Alors on peut utiliser d'autres couleurs, on pourrait faire un brouillard vert si on voulait, c'est pas un souci, ça marche très bien, c'est juste une couleur. Et dans le cas présent, moi j'ai pris du gris, et plus le point dessiné est loin de la caméra, plus je vais le griser. Je vais augmenter l'intensité du gris et baisser sa couleur originale. Et l'intérêt, c'est que ça permet de voir la perspective et les distances. Donc, pour ceux qui aiment les maths, voilà la formule. Donc, le facteur de brouillard, c'est comme tout va de 0 à 1 en général dans ces trucs-là. Donc, c'est on va enlever quelque chose qu'on va clamper entre 0 et 1, on va l'enlever à 1, d'une exponentielle de la densité du facteur, du brouillard, qu'on peut fixer à l'avance, on peut faire varier, et la distance au point. Et puis après, on va mixer. Plus ce facteur va être important, plus on va prendre la couleur qui est là, plus il est faible, plus on prendra la couleur qui est là. Ça, c'est pas moi ça, c'est des trucs qui sont faits par les processeurs graphiques.
Encore une fois, j'ai pas besoin de coder. Pour info, les processeurs graphiques, ça travaille principalement avec des trucs mathématiques, des vecteurs, des matrices, des choses comme ça. Et donc, pour vous donner une idée, voilà, alors, là il y a de la couleur et des bordures, là il n'y a pas de brouillard, là-bas il y a du brouillard. Donc j'ai un peu exagéré l'intensité, mais vous avez ça. Et donc quand on met les deux ensemble, voilà ce qu'on a, même sans couleur, on commence à avoir quelque chose, on perçoit de la profondeur, tout est là. Donc là j'ai déjà généré un monde, il n'y a pas de texture, il n'y a pas grand chose, donc on va essayer de faire un peu mieux. Alors, juste avant, le problème que j'ai eu, c'est que c'est bien beau, mais tous ces petits cubes, ils me prennent beaucoup de mémoire, parce que j'ai mon XY, ça va me prendre chacun, vont me prendre un octet minimum, si je ne réfléchis pas. L'ID du bloc, c'est un octet, ça va 0,255, les blocs Minecraft, l'intensité, est-ce qu'il y a du brouillard, tout ça, c'est pas top. Donc l'idée, ça va être de compresser mes données pour gagner de la place. Et ça, tous les jeux vidéo le font. Ça va aussi me permettre de mieux utiliser la bande passante de ma carte graphique. Parce que pour lui qu'une carte graphique, ça fait du travail en parallèle. C'est du SIMD. Alors comment on fait ça? Par exemple, si je prends ce que j'avais à cet endroit-là, à ce moment-là du code, un vertice, donc un point dans l'espace de ma carte graphique, pas un cube, juste un des points de mon cube, il est représenté par XY qui va de 0 à 31, parce que dans un chunk, j'ai 32 cubes, donc ça me suffit d'aller de 0 à 31, et après je translate de la position du cube. Le type, ça va me servir plus tard à afficher la bonne texture. La face que je suis en train de dessiner, parce que ça va me servir avec l'occlusion ambiante à calculer des choses, et également parce que j'ai un problème de triangle. Normalement, on essaye de faire tous les jours les triangles de la même façon, donc typiquement on va faire un truc comme ça, puis après on fait comme ça, mais le problème c'est que si je fais l'occlusion ambiante, des fois il faut que j'en fasse des symétriques. Donc là je le passe à la carte graphique pour dire comment il faut qu'elle fasse. Donc tout ça, ça me fait 7 bytes. Et puis en plus 7 bytes, informaticien vous savez que c'est pas top, c'est pas aligné en mémoire. Donc soit la carte graphique va padder, donc perte de mémoire, soit c'est pas top, soit je perds des temps d'horloge. Donc l'idée c'est de se dire, finalement je peux peut-être me débrouiller autrement. Mon XY, vu qu'il va de 0 à 31, ça tient sur 6 bits, pareil le Z. Le type, j'ai pas le choix, c'est 8 bits. La face, ça va de 0 à 5, c'est 3 bits, et ainsi de suite. Et finalement, j'arrive à rentrer tout ça dans 32 bits. Donc 4 octets. Je viens de sauver de la place, et en plus je suis aligné. Donc il prend collé sur un bus, si vous prenez une NVIDIA, une Radeon, c'est 256 bits la largeur du bus. Donc on peut en mettre quelques-uns qui passent en même temps. C'est cool. Et donc, comment on fait ça? On fait du bit shifting, tout simplement. Donc dans mon Python, je vais transformer mes trucs que j'ai calculés dans un int, comme ça, et dans mon shader, je vais les reprendre, et je vais décompresser. C'est du bit shifting, ça va très vite. Alors, maintenant que j'ai tout ça, mes voxels, il faut que je joue avec. Alors comment est-ce que je trouve un cube? Quand je regarde comme ça avec la caméra, comment je trouve? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du recasting. On va envoyer une caméra, alors pour info, on gère, comme ça, c'est comme ça, mais normalement il est derrière l'autre. On gère un vecteur en face, un vecteur à droite, un vecteur en haut. Donc comme je connais mon vecteur en face, j'ai un point, je sais tirer une ligne. C'est très simple. Et donc je vais tirer jusqu'à une certaine distance, parce qu'on ne peut pas creuser jusqu'au bout du monde. Donc je vais me limiter à peut-être 16 blocs. Je vais avancer pour trouver. De cette façon, je pars. Tant que j'ai des blocs vides, j'avance. Alors un truc important, c'est de ne pas prendre, pour ceux qui se diraient, c'est un Bresenham. Non, parce que le Bresenham, il fait pas ça, il fait pas des lignes continues, par défaut. Et tant que je ne trouve pas un vertex, un cube qui est pas vide, j'avance. Et une fois que je l'ai, je regarde mon cube, je regarde d'où je viens pour savoir quelle face j'ai touché. Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir coller un cube dans Minecraft, vous le collez à un autre, vous ne le mettez pas dans le vide. Mais si je veux le supprimer, c'est celui-là, et si je veux coller, ça sera celui-là. Parce que j'ai atteint cette face-là. Si je suis un peu plus haut, je le poserai au-dessus, face du nord. Pour ça, mon algorithme va regarder ce qu'il fait, et en gros, comment il passe, et il va stocker la normale de la face, de la première face qu'il a touchée du cube. Et une fois que ça c'est fait, c'est pas compliqué, j'ai juste dans mon tableau mémoire à changer, soit j'ajoute, soit j'enlève.
Je dis à mon mesh, attention, t'es dirty, il faut te recalculer à la prochaine fois le passage de la boucle. Et au passage, pour gérer l'occlusion ambiante, je dis aux meshs qui touchent ou qui sont vraiment adjacents comme ça, aux autres chunks, redessinez-vous aussi. Parce qu'ils ont pu être impactés à ce moment-là. Parce qu'on ne recalcule pas à chaque fois, hein, on est d'accord? On recalcule que quand on change. Alors, tout à l'heure je vous disais, une autre solution, c'est aussi pour gagner du temps, de ne dessiner que ce qui est dans ma caméra. C'est ce qu'on appelle le frustum cooling. Parce que j'envoie tout à la carte graphique, mais elle n'a pas besoin de tout dessiner. Je lui dis quoi dessiner. Et en général, on charge des choses et on ne fait que lui dire de dessiner. On ne recherche pas en permanence, sauf quand on modifie le monde. Et donc l'idée, c'est de dessiner que ce qui est dans le champ de vision. Donc si je prends une vue de dessus, je suis là. Ça, c'est mes différents chunks chargés. En fait, je ne vois que cela. Avec ma focale, je verrai que cela. Donc je ne vais dessiner que cela. Les autres, je vais les marquer invisibles. Et quand je tourne, je mets à jour. Tout simplement. Avec ça, vous gagnez des performances de malade. Alors, souvent quand on fait l'OpenGL, des shaders et tout, on a des textures, c'est juste un bitmap, ça peut être un PNG, un JPEG, ce que vous voulez, et puis on lui dit au shader, tu prends la texture, tu la poses. Le problème, c'est que dans Minecraft, j'ai 256 blocs. Donc 256 textures. Vous imaginez le truc à gérer, 256 fichiers et tout, c'est pas top. Donc on va utiliser autre chose, puis à chaque fois que je change de bloc, il faudrait que je change de texture. Le problème, c'est que dans mon chunk que je rends d'un coup, comment je sais quel bloc et tout, ça devient compliqué. Et puis quand c'est envoyé la carte graphique, à moins d'avoir 256 textures, ce qui n'est pas vraiment possible de mémoire, enfin si on peut, mais c'est du gaspillage, on va faire autrement. On va utiliser un texture atlas. L'idée, c'est d'avoir une texture avec plusieurs zones, plusieurs sprites dessus. Ceux qui ont connu l'époque des Game Boy et tout ont déjà vu ce genre de choses. L'avantage aussi, c'est que c'est plus efficace pour la mémoire, parce qu'on passe tout d'un coup et on ne fait pas des allers-retours en permanence. Il n'y a pas besoin de swapper la texture à chaque bloc. Et c'est indispensable si on veut faire du bon rendering de chunk. Et ça ressemble à ça. Donc là, c'est une texture 3D en plus, puisqu'en fait, là, pour chaque ligne, ça correspondra à un type de bloc. Là, j'ai la face en dessous, face de côté, face du dessus. Et c'est mon shader qui va prendre la bonne face, puisque j'ai passé la face, qui va prendre le bon index pour trouver à faire. Et on arrive à la fin. Comment est-ce qu'on génère un terrain? Alors, l'idée, c'est de la génération procédurale. Typiquement, ça va être des bruits simplex ou Perlin. Alors Perlin, c'est encore sous copyright, je crois, donc on évite. Minecraft avait payé la licence. Sinon, il y a Simplex qui marche bien, qui n'est plus sous licence. Le truc important aussi, c'est les pseudo-random generators. Pour une fois, ceux-là, on les aime, parce qu'on lui donne une seed, on est sûr du résultat. Le résultat sera toujours le même. En général, ils vont en utiliser plusieurs dans Minecraft pour différentes choses. Mais il y en a au moins un qui est dédié à la génération du monde et des chunks. Et comme on peut changer la seed, on peut reproduire autant qu'on veut. Un bruit, c'est quoi? C'est un résultat d'une fonction continue de bruit à n dimensions. Donc on va utiliser en général un bruit en 2 dimensions pour savoir l'altitude à un point donné, maximum à un point donné. Donc comment c'est haut. Et un bruit en 3D pour calculer la densité. Est-ce que j'ai les caves par exemple? Est-ce que j'ai des creux à des endroits? Est-ce que si c'est très concentré, j'aurai peut-être de l'or ou des diamants dans Minecraft? Donc ça permet d'avoir les caves, etc. Et si je dessine un bruit 2D, ça ressemble à ça. C'est pas beau, mais ce qu'il y a d'important, c'est que c'est continu comme fonction. On peut y aller à la précision qu'on veut, il n'y a pas de limite. Limite des points des flottants, mais c'est pas grave. Et puis, vous avez vu, il y avait des arbres. Mais comment on fait un arbre? C'est pas très compliqué. On trouve un endroit avec de l'herbe et on décide d'une hauteur que va faire mon arbre. Donc, un petit peu d'aléatoire. Et là, arrivé à la moitié de la hauteur de l'arbre, je vais remplir un petit bloc d'environ, une petite zone de 4 par 3, un truc comme ça, où je vais mettre au pif, dedans ou pas, des blocs de feuilles. Puis après, je dessine mon tronc. Et puis pour être sûr qu'il y ait bien eu, parce que comme il est aléatoire, je mets comme une feuille en haut. Donc si je regarde un peu de code, ça va toujours du bien. Voilà, c'est ça. Je vais me promener sur de la moitié du tree jusqu'à la hauteur de l'arbre, jusqu'à la fin de la hauteur. Et puis je vais mettre
des choses. Voilà, avec un peu de pif et du random. Mais comme j'ai une seed, eh ben je sais que je peux refaire les mêmes choses autant de fois que je veux m'amuser. Et ça ressemble à ça. Et puis la gestion de terrain, ben voilà, c'est ça. Ça c'est le Y, le Y c'est le Y dans mon monde, actuellement où j'en suis. Et est-ce que c'est inférieur à ça? Si c'est le cas, ben, je suis sous terre, en gros. Dans ce cas, je vais utiliser des bruits. Si le bruit est inférieur à ça, et celui enfin un 2D et celui-là, j'ai peut-être une cave, voxel ID 0, vide. Sinon, je vais mettre de la pierre. Et puis sinon, je vais, si je suis pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que je suis sur le tour, dans mon cas, je vais mettre un bloc qui va dépendre de l'altitude. Du sable près de l'eau, de la neige en hauteur, etc. Et puis, je vais poser des arbres de temps en temps. Voilà. Et ça donne ça. Voilà une cave. L'eau, on va faire vite, c'est juste une texture qu'on pose par-dessus, comme ça, qu'on répète. Et puis le shader, si vous êtes en dessous, enfin les pixels qui sont en dessous du niveau de l'eau, il va leur mettre du bleu. Tout simplement. Très simple. Ça fait une très bien illusion. Les nuages, c'est quoi? C'est juste des petits carrés qu'on va poser. C'est pas des cubes, c'est juste des carrés de blanc qu'on va générer avec un bruit 3D, enfin un mesh en 2D qui sera généré avec un bruit en 3D. On va utiliser XY qu'on fera bouger avec le temps pour simuler le mouvement de mes nuages. Et en faisant varier le Z, je vais faire que mes nuages grossissent, disparaissent, tout naturellement. Et ce qu'on peut faire, c'est pour jouer la parallaxe, on fait suivre plus ou moins le monde avec un petit delta, ce qui fait que on a l'impression que les nuages sont très loin alors qu'ils sont juste au-dessus. Si on est plus loin, donc c'est du chargement à la demande des chunks, c'est faire du threading pour faire tout ça en tâche de fond, gérer les biomes, les ressources, l'implémentation de la lumière, que je n'ai pas faite, cycle jour-nuit, les torches, etc., etc. Donc je vais quand même pas vous laisser partir sans vous montrer à quoi ça ressemble. Alors c'est du Python. Donc ça c'est mon serveur, machin. Je suis lequel? Non, c'était lui, pardon. Hop. Alors, vous m'excuserez, c'est un peu long parce que le premier passage, il faut qu'il compile les classes les plus utilisées. Voilà. Et donc vous avez un monde. Et on peut bouger dedans. Et vous verrez d'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez les chunks qui étaient loin qui apparaissent. Alors je vais bouger plus vite. Alors, sans souris, c'est pas facile. Mais on voit, voilà. Et on peut afficher, pour vous donner des idées, les informations. Donc actuellement, dans la carte graphique, il y a... non, j'ai dessiné. Je dessine à chaque frame là tout de suite 332 000 triangles. Il y en a 712 qui servent à faire lui parce que le texte, c'est des petits carrés sur lesquels je viens de coller la texture d'une lettre. C'est toute la 3D. À plat avec une projection orthographique. Là, c'est une projection perspective. Et le monde actuellement, il gère 31. Alors là, je suis limité en FPS parce que je suis en V-Sync. Hop là, pardon. Ah. Mais il ne faut pas que je touche mon écran. Non, ça me remet qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Oui, j'avais mis le V5, je crois. Voilà, là j'ai enlevé la synchro de l'écran, je suis à 180 fps, il n'y a pas de souci. Et c'est du Python. En gros, j'utilise actuellement 25. Alors là, c'est les mémoires utilisées que j'utilise. Donc j'estime à peu près à 25 mégas ce que je prends dans la carte vidéo. Tout le monde est là. Non, tout le monde est chargé, mais je ne rends pas tout. Je passe environ, vous avez les temps. Pour updater le monde, etc., je mets environ 1,4 millisecondes. Et dessiner, je mets 3,5 millisecondes. Et mon monde contient, en théorie, au maximum, 16,8 millions de blocs. Et si j'avance, je peux aller... casser des blocs. Et on voit bien l'occlusion ambiante qui se fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être c'est pas très vif sur cet écran, mais voilà. Voilà. Donc je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup de temps pour les questions-réponses, donc vu que j'ai pratiquement tout mangé. Mais si vous voulez, je serai là après, n'hésitez pas à me poser des questions. Les slides, je vous ferai passer un lien vers les slides et le code, je le mettrai sur GitLab. Pardon. Je sais pas.
À la grosse, plusieurs milliers de lignes peut-être. C'est quoi? Alors le dernier, c'est le chapitre 12. CD 12. Comment je vais pouvoir compter rapidement? Ouais, mais c'est pour faire, je sais plus comment. Moins L. Étoile. Ouais, mais alors, moins. Non, ouais. Bon, je sais pas. Mais. Bon, là. Quelques milliers de lignes. Mais c'est tout du Python, tout est là. Alors, c'est pas forcément du bon Python, du joli Python tout le temps, mais. Alors, le problème, c'est que j'avais fait un super truc, mais je suis parti dans un rabbit hole à vouloir en faire ça un peu mieux, et donc j'ai cassé plein de trucs, mais c'est pas grave. Une dernière question éventuellement? Est-ce que quelqu'un en a une autre? Oui, j'ai une question sur quand vous avez présenté les chunks et les blocs, comment est-ce qu'un bloc a connaissance de ses voisins à partir du moment où on Le connaît... bloc ne connaît pas en soi. C'est au-dessus, c'est le chunk qui connaît les blocs qu'il contient, et c'est lui qui va faire le travail. Ok. Mais quand je casse un bloc, en fait, je dis au chunk, tu m'enlèves, tu me changes l'ID du bloc en mémoire à tel endroit. Et il connaît et il peut remonter au monde pour lui dire, tiens, bah, dis à mon voisin le voisin qui est en x-1, que je viens de toucher un truc qui est en bordure de lui. Merci. De rien. Et merci beaucoup.